Alors bonjour à tous, nouveau talk vidéo sur la réforme de la facture électronique. Marc Vol, je suis président de Strato et j'ai encore une fois un invité exceptionnel en la présence de Jean Saffort, qui est expert comptable, vice-président en charge des adoptions numériques. Enfin, tu nous diras ton titre exact, mais voilà. Et élu depuis des années au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et un grand supporter de l'archivage, de la dématérialisation depuis de nombreuses années. Jean, est-ce que tu peux te présenter sommairement? Oui, bonjour à tous. Donc, Jean Saffort, oui, donc en effet, depuis plus de 20 ans maintenant au Conseil national de l'Ordre des experts comptables, où je suis vice-président actuellement en charge de l'avenir numérique de la profession. Et puis, en effet, les éléments dont Marc nous parle, je les connais relativement bien, puisque j'ai été président fondateur de la FNTC, Fédération des tiers de confiance du numérique, et donc où j'ai pu introduire à l'AFNOR toutes les normes sur l'archivage, sur les plateformes de facture, les coffres-forts numériques, sur le CEV, enfin sur pas mal de choses, sur pas mal de choses. Donc là, c'est un sujet dans lequel je me sens assez bien. Alors, Et à mon temps perdu, expert comptable à Saint-Quentin, en Picardie, dans les Hauts-de-France. waouh, plusieurs jobs, Shiva. Donc, globalement, j'aime bien présenter à chaque fois mon invité en disant quelle tournure ou quel aspect de la réforme, sur quel aspect de la réforme il va plutôt intervenir. Et jusqu'à présent, j'ai fait intervenir des interlocuteurs qui étaient plutôt axés sur les grandes entreprises. Mais Jean, quand on a préparé ce talk, tu m'as dit, sur les 4 millions d'entreprises, il y en a quand même 95% qui sont des TPE, qui sont des petites entreprises et qui sont les clients des experts comptables. Et comment peut-on réussir cette réforme sans impliquer très fortement la profession? Donc, est-ce que tu peux nous redire un peu les enjeux, parce qu'ils ne sont pas pareils, les enjeux des TPE et les enjeux des grandes entreprises? Oui, en effet, nous, on est complètement à l'inverse de la plupart des gens qui vont nous parler, parce que nous, très clairement, les experts comptables, on va prendre en charge les 3 millions de TPE. Et quand je dis TPE, je précise bien de quelle taille je parle. Je parle des entreprises de moins de 10 salariés. Hein. Donc, des entreprises qui, on va parler du volume de facture après peut-être, mais c'est des entreprises moins de 10 salariés. Donc, en général, il n'y a pas de service comptable, il n'y a pas de RP. Dans 80% des cas, il n'y a même pas de logiciel de facturation, de logiciel de gestion commerciale. On a des gens qui font des factures avec Word, Excel, OpenOffice, avec un logiciel bureautique. Voilà. Donc, c'est bien cette typologie d'entreprise qu'il va falloir bien sûr qu'on accompagne, que la profession va accompagner. Et pour un certain nombre d'entre eux, va être obligé de faire pour eux aussi également. Donc, on a une problématique très, très différente des grandes entreprises où là, j'ai une, deux, trois entreprises ou 10 entreprises dans le groupe avec des gros volumes. Nous, on a des tout petits volumes, mais sur 3 millions, sur plein d'entreprises. Quoi. Voilà. Donc, c'est une problématique complètement opposée à ce que l'on pourrait avoir dans une grande entreprise, une ETI ou une grosse PME. Alors justement, si on parle des volumes, hein, tu as raison. Hein, moi, par exemple, pour les grandes entreprises, en dessous de 10 000 factures, je ne regarde pas le dossier, quoi, grosso modo. Ah oui. Mais une TPE, ça émet combien de factures par an et ça en reçoit combien de ses fournisseurs? Alors voilà, très clairement, les gens, quand je parle de ça, alors je leur dis en rigolant, la moyenne de nos clients, ils émettent environ 100 factures. Alors, on me demande tout de suite si c'est à la seconde, à la minute, à la journée. Je dis non, non, à l'année, à l'année, à l'année. Hein. Donc, en moyenne, nos clients, c'est 100 factures clients par an et 200 factures fournisseurs. Donc, un volume très, très faible où justement, les opérateurs ne peuvent pas descendre dans cette entreprise parce que c'est trop compliqué. Et c'est pour ça que là-dedans, on va servir de lien pour un petit peu faire pour eux ce boulot-là, que ce soit la collecte ou que ce soit l'émission de la facture. Alors justement, je crois que la profession, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûr, est très impliquée dans cette réforme. Et tu peux nous parler par exemple de l'initiative que vous avez eue avec BPI France pour former des experts comptables à cette réforme et pour former les futurs formateurs qui Voilà. vont lancer la machine, Voilà. quoi, en fait.
Voilà, donc nous, il faut. Alors, je pars du bout, comme ça, c'est plus facile d'expliquer d'où je pars pour arriver à cet objectif. Donc, très clairement, bon, voilà, il faut qu'on ait informé. On est donc 20 000 experts comptables, voilà, réunis à environ 12 000 cabinets, quoi, parce que ces choses-là, souvent, ça travaille ensemble. Voilà, et donc, voilà, il faut quand même qu'on forme 12 000 cabinets qui eux-mêmes doivent prendre en charge 3 millions d'entreprises. Bon, donc ça veut dire c'est tous ces gens-là qui doivent être informés pour début 2024, pour le premier semestre 2024. Bon, donc nous, on a fait ça un petit peu en 2 temps. Première étape, là qui a démarré jusqu'à fin d'année 2022, qui va consister à commencer à accompagner, on a fait une convention avec BPI, France Numérique, voilà, pour dire, voilà, il faut qu'on forme au moins 500 experts comptables qui eux-mêmes vont commencer à apprendre ce métier, parce que nous-mêmes, il faut qu'on apprenne cet accompagnement, donc pour aller un petit peu vers le numérique, que ce soit la facture électronique, la démat de facture fournisseurs également, voilà, pour commencer à entraîner, amener avec nous des clients. Et sur cette base-là, d'abord, ça fera 500, moi je vais arriver à 1000, mais on a au minimum 500. Ça nous fera donc une base de référents qui vont me servir pour aller former tous les autres. Alors, sur les 1000, j'en aurai peut-être que 500 qui seront formateurs, parce que tout le monde n'aura pas obligatoirement une appétence pour aller pour aller dans les cabinets, former un petit peu les gens. Voilà. Donc, moi, je veux me faire une armée de 500 formateurs référents qui, eux, auront déjà appris un petit peu ce métier de l'accompagnement, pour qu'après, ils forment les confrères qui informeront. Je mets en parallèle un peu, c'est un peu ce qu'on avait fait à l'époque au moment de l'introduction, il y a 20 ans, l'introduction de l'euro. Donc, on avait fait des plans de formation pour tous les cabinets et les cabinets ayant eux-mêmes une petite formation pour leurs clients TPE pour qu'ils puissent un petit peu organiser ça. Voilà, donc, on est un peu dans un schéma un petit peu comme ça où, ben oui, il faut qu'on aille former 12 000 cabinets qui devront former 3 000 clients. Alors, cette réforme, comme elle est très ambitieuse et qu'elle va faire elle a plusieurs aspects qui s'appliquent à toutes les entreprises, peu importe leur taille, on l'a déjà dit. Il y a quand même des points d'ancrage qui sont absolument certains. Par exemple, le format futur qui remplace papier et PDF, très clairement, FactureX, un format hybride, lisible par l'être humain, lisible par la machine, c'est sans aucun doute le format à pousser chez les TPE. C'est un avis partagé de votre côté ou Ah ben, nous sommes d'ailleurs, nous serons là, je pense, une des rares plateformes. De toute façon, pour nous, c'est très simple dans l'explication. Bah, j'ai 3 millions d'entreprises à gérer, avec des tout petits volumes. Je ne peux pas développer un truc spécifique à chaque entreprise. Donc, ma seule solution, c'est la norme, que la norme, toujours la norme. Hein. Bon, on a déjà connu ça dans le passé, puisque c'est moi qui ai créé les procédures fiscales, hein, donc les normes EDI de l'administration fiscale, c'est nous qui les avons créées, c'était moi qui ai eu en charge ce boulot-là. Puis après, j'ai fait jedéclare.com, voilà, pour avoir les outils pour faire. Bon, on fait pareil pour la facture, et à l'époque, on est parti du principe que si on n'arriverait pas à généraliser à l'ensemble des entreprises, si on n'avait pas une norme unique. Voilà. Donc pour la facture, c'est exactement pareil, même démarche, une norme unique, FactureX, norme franco-allemande, Zuckfeld pour les Allemands, avec en effet ce truc, comme je dis toujours, voilà, ma facture auquel je vais accrocher un petit peu mon fichier XML. Ça, quand ça arrive par chez moi, ça c'est lisible. L'œil humain, toi et tous mes entrepreneurs, ils savent lire ça. Quand ça arrive, ça va dans la compta, hein, ça va dans le système de gestion ou de système comptable pour automatiser un petit peu les choses. Donc, très clairement, chez nous, point de salut, c'est la norme FactureX. C'est la norme FactureX. Hein. Alors, tu l'as dit, automatiser, ça veut dire aussi, pour l'expert comptable, gérer plus facilement de la data structurée et pas de l'extraction, pas de la saisie, pas des jobs en fait qu'il devait faire par Ouais. accumulation du passé, mais qui n'ont pas forcément une énorme valeur ajoutée pour lui et ses équipes. Voilà. Donc, Alors, quand même sur la norme, deuxième petite étape, parce que nous, notre particularité, c'est qu'on va faire du FactureX, mais en plus, ce que les gens appellent signé, donc moi, ce que j'appelle scellé électroniquement. Pourquoi? Pour une deuxième raison, une deuxième règle fiscale qui s'impose aux entreprises, c'est que je suis dans de la TPE.
Bon, sur une facture, pour pouvoir récupérer ma TVA, une facture pour qu'elle soit valide, il faudrait que je mette en place une piste d'audit fiable. Aucun problème pour les grandes entreprises, les ETI, les PME. Bon, à la rigueur, parfois, ils ont des petits soucis pour documenter la piste d'audit fiable, mais la piste d'audit fiable, elle existe toujours. Dans un ERP, elle existe toujours. Moi, comme je l'ai dit dès le départ, mes clients, ils n'ont pas d'ERP. Ils travaillent de la Tout à fait. bureautique. Voilà. Donc, pour pouvoir s'exonérer, remplir l'équivalent, parce que la piste d'audit fiable, c'est fait pour assurer l'intégrité et la certitude que la facture n'a pas été modifiée du début à la fin. Donc, il y a un moyen dans l'article 289.7 du Code général des impôts qui régit la facture. Soit j'ai la piste d'audit fiable, classique, sauf si je fais de l'EDI, c'est pas pour mes clients, ou si je fais ce qu'on appelle de la facture signée. Donc, très clairement, voilà. Donc, pour nous, le schéma, la bonne facture pour une TPE, c'est un facture X scellé électroniquement pour assurer également la piste d'audit fiable. Voilà. Donc, très clairement, on va tout mettre en œuvre, que je sois en facture sortante client, en facture entrante fournisseur. On prend tout ce qui se pointe et on transforme dans un facture X électroniquement. Voilà, c'est la position de base de la profession pour permettre justement de traiter tous les cas de figure et de répondre à toutes les questions. Ok, cette réforme, si je reviens un peu en amont de la réforme, est-ce que c'est pas aussi une opportunité d'équiper plus massivement les TPE de systèmes de facturation conformes en fait, Bien sûr. fiscalement, et d'arrêter les Excel, les Word, les OpenOffice comme tu as dit, qui sont légion, hein, mais qui sont pas fiscalement certifiables quoi en fait. Hein, donc Oui, mais justement, oui, c'est. Mais alors, la problématique, c'est que alors, quand je dis 100 de moyenne, j'en ai parfois certains qui en font 1000, allez, 100 par mois déjà. Celui qui en fait 100, même 50 par mois, oui, je vais l'équiper. hmm. Mais j'en ai beaucoup. Pourquoi j'ai une moyenne si faible? Alors que de temps en temps, il y en a je peux avoir des clients qui en font 5000, mais c'est pas légion. Et moi, j'ai légion de tout petits qui font une, deux, trois, quatre factures par mois. Des consultants, des conseils, des gens comme ça, il y en a un paquet, des SCI, tiens, j'ai un quart des entreprises sont des SCI, une facture, deux factures par mois. Donc, ils ne vont pas avoir un logiciel de facturation pour une ou deux factures. Donc, il faut que je leur mette en place des systèmes simples du type qui ressemble à de l'Excel, Word, Excel, un petit truc saisi en ligne rapidement. Donc, on va déjà essayer, ceux qui ont un petit peu plus de volume, on va les faire équiper avec les éditeurs de logiciels. Hein. Bien sûr, on travaille en partenariat avec tous les éditeurs là-dessus, hein, pour qu'ils puissent équiper nos petites entreprises. Voilà. Mais j'ai un certain nombre de petites entreprises qui ne prendront pas de logiciel parce qu'elles font tellement peu de factures que c'est pour ça qu'elles vont continuer sur de la bureautique. Donc, il faut qu'on leur trouve un petit truc de saisie en ligne qui ressemble à de la bureautique pour générer une facture qui soit globalement qui ait toutes les données et qu'on puisse après nous transformer en facture X, la sceller électroniquement, la distribuer et l'archiver, parce que bien sûr, qui dit automatiquement dématérialisation, dit facture originale, facture électronique et archivage sur la durée de prescription, donc 6 ans fiscal, 10 ans commercial, donc on archive tout sur 10 ans et puis il n'y a pas de question. Là, on retombe dans le même domaine, hein, c'est mutualisation de moyens techniques aux meilleures normes pour aider les plus faibles, enfin les plus petits, sans parler de faiblesse, les plus petits acteurs à bénéficier quand même de la même sécurité Voilà. et une mutualisation de moyens qui prendra, je crois que vous lancez un projet qui s'appelle jarchive.com, mais il y aura d'autres initiatives aussi. Tout sera ouvert pour cela. Mais globalement, alors justement, question subsidiaire, tu dis que ça fait des années que vous travaillez avec la profession du logiciel, comptable ou ERP, j'imagine. Hein, voilà. Est-ce que cette partie de l'écosystème anticipe bien la réforme, fait les efforts nécessaires pour être prêt à temps? Moi, je lis Oui, encore des messages qui sont un peu attentistes, voilà. où ils Voilà. déclarent tant qu'on n'a pas les specs définitifs de l'État, blablabla, on ne lance pas les développements. Mais les specs, il y en a en septembre qui sont sortis, elles figeaient déjà beaucoup de choses. En décembre, il y en a de nouvelles qui sont sorties, qui Voilà. complètent un peu. Alors, Quel est septembre, on a eu les lois.
septembre, on a eu la loi, on a eu les descriptifs des plateformes là, le 30 décembre. On attend les vrais specs et les décrets d'application pour fin mars. Et c'est vrai que les éditeurs ont tendance à nous dire j'attends d'avoir tous les specs pour y aller. Bon, donc il va falloir dropper un petit peu. Alors, moi, très clairement, je travaille avec des Belges aussi. Sur la facture, je travaille avec des Belges. Ils me disent mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas en France. Ben, je lui dis, on est à l'inverse de vous. En Belgique, nos cousins belges, je ne suis pas loin de la frontière, mais je travaille beaucoup avec eux, je les connais bien. Vous faites d'abord et vous faites la loi après. Ouais. Nous, en France, c'est l'inverse. Hein, on attend la loi et on développe après. Et on a un peu tendance à dire, tant que je ne sais pas tout, je ne fais pas. C'est le cas des éditeurs et des ERP actuellement qui sont très attentistes. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est. Alors, en plus, comme on a pris 18 mois de délai par rapport au premier texte, l'article 153 de la loi de finances de 2020, hein, donc qui prévoyait un démarrage au 1er janvier 2023. Bon, là, on s'est pris un 1er juillet 2024, on s'est pris 18 mois, bon, qui a été demandé par personne d'ailleurs. Hein, c'est l'administration qui a demandé 18 mois. Les entreprises n'avaient demandé que 12. Okay. Alors, un autre aspect, hein, cette réforme est souvent présentée comme une réforme pour mieux capter la TVA sur les échanges B2B, les 2 milliards, 2 milliards 5, on ne sait pas trop le nombre de factures interentreprises par an en France, mais voilà. Mais il y a d'autres aspects, il y a des aspects e-reporting, il y a des aspects factures B2C quand même. Ça, c'est bien vu par les acteurs, notamment de ta profession, Alors, ou pas franchement, en fait non, mais déjà, pas franchement, pas seulement pas franchement, c'est carrément, c'est complètement ambigu, même dans les descriptifs, c'est complètement ambigu. L'administration n'est pas prête du tout là-dessus. Bon, pour l'instant, on nous parle de la nouvelle obligation, là, le B2B, là, le B2B domestique, on appelle ça, enfin, interentreprise française, en France. Bon, donc le e-invoicing, l'obligation dont tout le monde parle, c'est celle-là. Bon. Mais après, on a le e-reporting et lui, c'est plus compliqué parce qu'en plus des factures B2B domestiques françaises, il y a les B2B externes, enfin avec une partie qui ne soit pas en France. Voilà, on a surtout le B2C. Et aujourd'hui, le B2C, c'était une facture qui a été ignorée. L'administration ne voulant pas l'appeler facture et nous l'ayant casée dans la réforme de 2018, hein, enfin les textes de 2016 mis en place depuis le 1er janvier 2018, on nous l'a casé comme étant dans la caisse. Article 286, 1.3 bis du CGI. Donc bon, ça y est, dans le descriptif là, du 30 décembre, enfin, on a commencé à nous faire sur la facture des particuliers, 2 cas de figure, facture ayant donné lieu à l'émission d'une facture, le mot était interdit avant, dès qu'on disait facture, c'était B2B uniquement, on n'avait pas le droit d'utiliser le mot pour du B2C. Bon, donc ça y est, le mot arrive quand même. Et puis arrive bien sûr, en plus pour faire la TVA, il faut bien sûr les factures B2C, les factures à l'international, l'encaissement des factures, parce qu'on a quand même une majorité, un grand nombre, pas le majoritaire en euros des montants, mais on a le plus grand nombre d'entreprises qui sont des entreprises de services et qui sont donc à l'encaissement. Donc il faut aussi joindre l'encaissement. Et puis on a juste 1,2 million ou 1,4 million de caisses en France. Et là, silence radio. Bon, mais tu m'avais dit qu'il y avait quand même des efforts faits pour essayer justement de prévoir le coup d'après, Voilà, donc S, le Z, le voilà. fameux Z. Voilà, donc l'État compte d'ailleurs assez régulièrement sur ce dialogue hein, qui est autour d'acteurs comme la FNTC, la FNFE, les experts comptables. Là, très clairement, ouais. C'est nous qui avons démarré le dossier. Là. On a ouvert le dossier. Et donc, de la même manière qu'il y a Facturix, et comme nous, on croit que la norme est rien que la norme, on est un petit peu, peut-être, un peu obtus, peut-être. Enfin, c'est tout. C'est les défauts de nos qualités, quoi. Et donc, très clairement, on a ouvert le chantier avec la FNFE, bien entendu. On est en train d'échanger et on a fait une préparation du TicketX et ZX
pour avoir en effet un petit peu de la même manière, comme FactureX, d'avoir un truc qui soit normé, compréhensible et échangeable, parce que c'est pareil, si on ne sait pas échanger, aujourd'hui, il n'y a aucune norme sur la caisse. Alors, il y a une discussion européenne, mais elle est encore fort loin et je ne suis pas sûr qu'elle arrivera en temps et en heure. Donc, on a pris on a pris ce problème-là pour justement pouvoir faire évoluer la norme. Et puis, en partant du principe que bien souvent, un ticket de caisse et une facture, à part les éléments d'identité, donc nom, adresse, le SIRET et les numéros de TVA FR, les numéros intracommunautaires, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui distingue une facture d'un ticket de caisse, quoi. Enfin, le format, l'impression, mais en données, c'est les mêmes. Donc, et puis, de temps en temps, il arrive qu'on passe de l'un à l'autre. Ouais. Je prends juste un exemple. Je vais dans un hypermarché. J'achète une imprimante et des rubans. Je passe à la caisse, je paye. On me fait un ticket de caisse, puis je dis, je voudrais une facture. Donc, on va me dire, allez à la caisse centrale. Et qu'est-ce qui va se passer à la caisse centrale? On va me demander, ou parfois sur une borne, on va me demander d'ajouter mon nom, parce que pour que ce soit une facture. Entreprise. Voilà, le nom, l'entreprise. Alors maintenant, il faudra que je me balade avec mon SIRET, parce que sans SIRET, on ne saura rien faire. Siran ou SIRET. Bon, il faudra que je me balade avec ça sur moi, ou que je l'apprenne par cœur mes 9 chiffres. Voilà. Et donc, mon SIRAN à minima, il faudra que je le serve. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Dans le monde papier, on m'imprime une facture, on agrafe le ticket de caisse, mais ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Il faudra faire un ticket négatif de caisse pour annuler le ticket de caisse et générer une facture, parce qu'on va passer du ticket de caisse à la facture. Donc, dans le monde papier, on ne se posait pas trop de questions, mais là, il va falloir qu'on traite ça et que le paiement soit traité comme un acompte, comme un paiement de la facture. Enfin voilà, c'est une petite gymnastique. Voilà, il faut bosser là-dessus pour que ça soit fluide et pour que tout ça, ça circule bien. Écoute, comme toujours, très éclairant. Est-ce qu'on approche de notre limite? Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier vœu que tu appelles de tes souhaits? Alors, oui, un dernier point. Donc, nous, on est à l'envers des autres. Et moi, très clairement, ma première date, parce que pour la TPE, c'est obligation de recevoir 1er juillet de 2024, obligation d'émettre seulement 1er janvier 2026 pour la TPE. Mais moi, ma date, c'est 1er juillet 2024. Parce que tous les grands émetteurs de factures, et il y en a sûrement là en ligne un petit peu, les grands, ils vont dire, ouais, mais la TPE ne sera jamais prête. Si, parce que nous, très clairement, moi, la première chose que je dois faire, c'est ouvrir les comptes de collecte. Donc, je parle à l'envers des autres, là où tous les autres parlent d'émission de factures, invoicing, e-reporting, moi, je parle de e-collect. Et donc, notre premier objectif à nous, c'est d'être prêt pour recevoir l'ensemble des factures, pour faciliter le travail à nos clients, aux TPE, à nos clients TPE, PME, et puis aussi à nous faciliter le travail à nous-mêmes. Donc, on va faciliter le partage de l'information, la collecte de la facture, l'automatisation de la facture également. Donc, apprendre à travailler en temps réel avec de la restitution. Et là, il faut qu'on se force. C'est là-dessus qu'on doit apprendre et bien bosser chez nous. Mais très clairement, nous, la collecte, c'est le premier point. C'est le premier point d'ancrage dans cette réforme. Alors, je suis tout à fait en phase et sur le marché que je connais le mieux, les entreprises moyennes et grandes, la collecte est le 90% des appels entrants en fait pour l'instant. Alors que les grandes entreprises ont quand même dans le même timing l'émission à préparer aussi. Mais l'émission est vue pas forcément à tort d'ailleurs comme un projet plus simple, plus mécanique, plus informatique. Donc c'est pas forcément faux. Alors qu'il y a plus de fonctionnels sur les bons à payer, sur le workflow de validation. Le workflow. Voilà. Et d'autant plus que nous devrons transmettre les statuts de validation, rejet et de paiement à l'administration selon un format qu'on ne connaît pas encore précisément. Mais voilà. Ok, Jean, je voulais vraiment vous remercier encore une fois de votre participation. Ce talk sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Merci, merci, merci. Et je suis content qu'on ait pu faire ce talk pour la majorité des entreprises au final. L'écrasante majorité des entreprises. Le tissu français, c'est 95-96% de TPE. Donc, c'est pas 2 personnes dans une cave, c'est l'immense majorité des cohortes. Donc, voilà. En tout cas, en dehors de beaucoup. la micro-entreprise, sur les 3 millions, 2 ou 4 entreprises hors micro, parce que 4 millions, c'est avec les micros, on en a 95%
qui ont moins de 10 salariés. Donc, vraiment, c'est pour ça que je me bloque sur ce spectre pour dire vraiment, voilà, on parle vraiment des gens dont on ne parle jamais, parce qu'on les oublie un peu dans le scope français. Mais c'est les gens qui vont profiter à plein de nombreuses initiatives, dont celle des experts comptables, pour mutualiser le besoin et les servir comme s'ils avaient été des grandes entreprises alors qu'ils sont des petites Voilà. entreprises. Et puis, juste pour finir, comme il nous reste 2 minutes, tout ça, c'est basé sur une bonne interopérabilité. Toutes nos plateformes, les histoires les plateformes privées, les PDP, la plateforme publique, tout ça, il faut que ça s'interopère, parce que très clairement, quand il y a deux plateformes, quand il y a un adhérent à la plateforme, il peut être client, il peut être fournisseur. Donc, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 4. Hein, donc, tout ça, ça fonctionne bien uniquement par de l'interopérabilité, d'où la normalisation, d'où ces besoins absolus pour que les échanges, il va falloir les régler au départ, ça va pas être toujours facile, mais voilà. Mais c'est très très important et que les plateformes ne sont pas concurrentes l'une de l'autre, elles ont chacun des marchés spécifiques qui vont se compléter. Moi, ça fait des années que des grandes plateformes d'EDI me disent quand est-ce que vous imitez les experts comptables pour qu'on puisse adresser les TPE qui aujourd'hui n'acceptent pas la facturation électronique parce qu'elles ne savent pas la recevoir et la traiter. Et Voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci encore Jean et à bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel invité. À bientôt. À très bientôt à tous. Merci pour votre écoute.